Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une panne sur un variateur de vitesse monophasé. Alors, avant de vous détailler la panne, je vais d'abord résumer comment fonctionne le variateur. Donc ici, on a notre variateur monophasé dans le circuit de puissance, qui est alimenté ici par un disjoncteur magnétothermique triphasé. Donc la dernière fois, je vous avais parlé de l'astuce ici pour le faire fonctionner en monophasé, parce que le disjoncteur ici, magnétothermique, ici, va déclencher s'il n'y a pas un courant équivalent ici dans les trois parties thermiques. Si on n'en branche que deux en monophasé, eh ben, il y aura une branche ici qui ne sera traversée par aucun courant, et les autres branches seront traversées par le même courant. D'accord? Donc ici, il y aura bien une différence ici de courant, donc lui, il va déclencher. Donc pour éviter ce déclenchement, ce qu'on fait, on fait un bouclage en fait. On se sert de deux branches thermiques pour en créer une. Voilà, comme ça, on est sûr qu'on a un courant qui arrive ici, le courant revient, passe dans une première branche et passe dans la deuxième branche ici. Donc ici, on a bien le même courant dans les trois branches. On n'a pas le déclenchement, mais on est totalement protégé. Au niveau ici du contacteur KM1, donc lui, il n'y a que seulement deux contacts qui sont utilisés puisqu'on est monophasé. Et ici, on a bien alimenté en 230 volts. Donc pour alimenter mon variateur de vitesse, je dois fermer KM1. En dessous, on a notre moteur ici asynchrone triphasé. Au niveau du variateur, au niveau de la partie commande du variateur, on a trois contacts. K1 qui est branché en LI1, K2 qui est branché en LI2, K3 qui est branché en LI3. Donc ces contacts K1, K2, ils servent pour le sens horaire pour K1 et sens anti-horaire pour K2. Donc ici, mon tapis tourne en marche avant, et en K2, mon tapis tourne en marche arrière. Donc si je veux le faire tourner dans un sens, il suffit de fermer le contact ici. Donc si je ferme K1, mon moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je ferme K2, mon moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. K3, lui, on l'avait vu la dernière fois, il servait pour la vitesse. Donc si je ferme K3 et que je ferme K1, mon moteur tourne en grande vitesse, c'est-à-dire à 1500 tours. Grande vitesse, ici, je l'ai réglé à 50 Hz. Si par contre, je ferme K1 et que K3 est ouvert, bah, du coup, je suis par défaut en petite vitesse, donc je suis à 25 Hz, donc je tourne à la moitié de la vitesse nominale du moteur. Donc je peux tourner dans les deux sens, dans la vitesse que je veux. Bien sûr, je ne peux pas tourner dans les deux sens en même temps. On va le voir dans la partie commande. Dans la partie commande, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bouton S1 qui permet la mise hors tension du variateur, S2 qui permet la mise sous tension du variateur. Donc, si je veux mettre mon variateur sous tension, j'appuie sur S2. Donc KM1 est alimenté. KM1, normalement, s'auto-alimente par un automatien. Ce que j'ai mis en série de ce contact, c'est ici le contact R1A, R1C du variateur, qui lui se ferme si le variateur ne détecte aucun défaut. Donc il faut laisser un temps ici, appuyer sur S2, vous restez appuyé 2 secondes sur S2, le variateur s'alimente, vérifie qu'il n'y a aucun défaut, ferme son contact, KM1 peut alors s'auto-alimenter. Et là, vous pouvez relâcher S2. Mais ce n'est pas aussi immédiat qu'un démarrage direct, par exemple. Il faut lui laisser le temps de démarrer au variateur. On a un bouton S3 ici qui permet l'arrêt du moteur. Le bouton S4, si j'appuie sur S4, je ferme KA1, qui correspond à mon premier sens de rotation, donc le sens des aiguilles d'une montre. Si ici, j'appuie sur S5, je ferme KA2, donc le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ici, j'ai mis un verrouillage électrique pour pas que les deux puissent être enclenchés en même temps. Et ici, KA3, qui va nous servir à la petite et grande vitesse. Donc si j'appuie sur S6, je suis en petite vitesse, c'est-à-dire qu'en fait KA3 n'est pas alimenté. Si j'appuie sur S7, KA3 est alimenté, s'auto-alimente ici par l'automaintien, est fermé ici, donc je suis en grande vitesse. Donc je peux configurer ma petite et grande vitesse quand je veux. Hein. Donc par exemple, si ici, on va prendre cette situation du schéma où le moteur ne tourne pas, j'appuie sur S7, le moteur K3, le contacteur K3 s'auto-alimente, je suis configuré en grande vitesse, mais mon moteur ne tourne pas, puisque je ne lui ai spécifié aucun sens de rotation. Si maintenant j'appuie sur S5, K2 va se fermer, donc j'aurai K2, K3 de fermer, donc je vais tourner dans le sens anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en grande vitesse.
Et si je veux passer en petite vitesse, j'appuie sur S6. KA3 va s'ouvrir, ne sera plus alimenté, ça va s'ouvrir ici. KA2 est toujours fermé. Donc ici, je suis en sens anti-horaire, sens inverse des aiguilles d'une montre, en petite vitesse, puisque ici, je suis ouvert. Voilà pour le fonctionnement. Alors, le souci du dépannage, de la panne, là, c'est que la marche avant ne fonctionne plus. La marche arrière fonctionne, la petite vitesse fonctionne, la grande vitesse fonctionne. Donc, ça veut dire que ici, mon client, il me dit que quand il appuie sur S4, ici, ça ne marche pas. Par contre, S5, S6, S7, il n'y a pas de souci. Pour le faire aller dans l'autre sens, ça marche. Par contre, ici, S4, il me dit, quand il appuie dessus, il n'entend même pas le contacteur ici s'enclencher. Donc là, a priori, on a un souci sur cette ligne de circuit-là. Donc moi, dans mon PDF, ici, j'ai repris cette ligne de circuit-là en nommant ici les conducteurs. Donc on a le conducteur 1 qui sort de S3, le conducteur 2 qui sort de S4 et de K1, le conducteur 3 qui sort ici du verrouillage électrique K2, et le conducteur 4 qui correspond au neutre ici de K1. Donc notre panne, elle est forcément là, puisque notre client, il nous a dit qu'il n'entendait pas le contacteur. S'il avait entendu le contacteur, la panne, elle aurait pu être ici. C'est-à-dire que ce contact-là ne se fermait pas et donc on n'imposait pas le sens de rotation au variateur. A priori, ce n'est pas ici, puisqu'ici, le contacteur ne s'enclenche même pas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'auto-maintien, il n'y a rien du tout. Le fait qu'il puisse passer en vitesse arrière, en marche arrière et en petite et grande vitesse veut dire ici que cette partie-là est alimentée. Il n'y a pas de problème sur cette partie-là. La partie vient donc d'ici à ici. Donc pour faire mon test, alors au niveau des hypothèses que j'ai rajoutées ici, c'est que d'abord, on va bien sûr faire un test filaire, on commence toujours par ça, c'est de vérifier ici s'il n'y a pas eu un serrage de l'isolant. Donc avec mon voltmètre, je vais mesurer les tensions. Ensuite, je vais vérifier si mon bouton S4 est défectueux. Parce qu'ici, il est défectueux. Si par exemple j'appuie dessus et que le contact ne se ferme pas, eh ben, il n'y aura jamais d'énergie à arriver au contacteur. Et du coup, lui, il ne pourra jamais s'alimenter. Ça peut être le contact K2 défectueux, ici. D'accord? Ça peut être la bobine K1 défectueuse, ici. Parce que du coup, si elle est défectueuse, elle ne peut jamais fermer ses contacts. Ça ne peut pas être celui-là, parce que si on reste appuyé sur S4, on n'entend pas le contacteur se fermer. Donc a priori, le problème, il ne vient pas de là. Le problème, il vient plutôt de cette ligne-là. Alors au niveau de mes mesures, ici, je les ai mis là. Alors je vais vous les montrer sur le schéma, ce sera plus clair. Donc j'utilise un voltmètre, ici. Donc si ici, je regarde mon voltmètre là, si j'ai ce type d'appareil, j'utilise évidemment cette borne voltmètre ici, le COM ici, pour le noir, et je me mets sur la position volt alternatif, et dans le cas de cet appareil-là, je vais le mettre sur 200 volts. Si je me mets sur 20 volts, ça ne marchera pas, puisque je suis censé mesurer du 24 volts. 24 volts, c'est supérieur à 20, donc il faut que je me mette ici sur le calibre 200. OK ? Si j'ai une pince ampère-métrique ici, c'est tout simple, hein, j'ai juste à me mettre sur la position volt alternatif. Donc ici, je vais faire mes tests. Hop, est-ce que ici, j'ai une tension? Donc là, je mets mon voltmètre en amont de S4, je fais ma mesure. Normalement, je dois avoir 24 volts. Si j'ai 24 volts, je vais me brancher ici. Je fais ma mesure. Alors là, j'ai 0 volts. Pour avoir 24 volts, j'appuie ici. Si j'appuie sur S4, normalement, ici, j'ai 24 volts. Si je n'ai pas 24 volts et que j'appuie, c'est qu'il y a un souci. Donc, ensuite, je vais mettre sur K2. OK. Bon, pour lui, c'est le même fil sur le schéma, mais évidemment, c'est un autre élément. C'est pareil, je dois avoir 24 volts. Ensuite, je vais me mettre ici. C'est pareil. Ici, je dois avoir 24 volts. Si j'appuie toujours sur S4, hein. Vous maintenez S4 et vous regardez si vous avez 24 volts. Si je n'ai pas 24 volts ici, pour tester mon neutre, hop, je vais tester, je vais prendre ici, je vais prendre une phase 24 volts. Par exemple, ici, si mon KM1 est alimenté, je vais voir si j'ai bien mon neutre à ce niveau-là. Et là, j'ai fait mes tests filaires. Donc les tests filaires, je les ai détaillés ici.
Donc pour le conducteur 1, je prends le neutre 24 volts, le 3 de S4, le voltmètre, et ainsi de suite. C'est ce que je viens de faire, c'est toute la démarche que je viens de faire. Et ici, j'ai noté les conducteurs. L'hypothèse numéro 2, alors je rappelle l'hypothèse numéro 2, c'était le bouton S4 défectueux, hors tension. Alors, le bouton S4, c'est normalement ouvert, donc je vais essayer de le fermer pour voir s'il fonctionne. Donc les points de contrôle 3, 4 à l'ohmmètre. Donc je vais prendre mon ohmmètre. Alors, ici, c'est mal branché. Et je vais me brancher ici. Alors, il faut le déconnecter. Hein. D'accord? Vous déconnectez votre contact. Si vous ne le déconnectez pas, il risque d'y avoir un bouclage. OK? Et là, si j'appuie, je devrais avoir 0 ohm. Ça doit biper. D'accord? Voilà. Ensuite, je vais faire mon test ici. Voilà. Et normalement, il doit biper. Donc là, j'ai fait mon hypothèse 2. J'ai testé mon bouton S4. Et mon hypothèse 3, le contact 21-22. J'ai un dernier test à faire, c'est la bobine K1. Est-ce que la bobine ici n'est pas grillée? Donc je vais revenir sur mon schéma. Je reprends mon ohmmètre. Ah mince, je l'ai supprimé. Hop. Je me mets sur A2 et je me mets sur A1. Là, je fais ma mesure et normalement, je trouve quelques ohms. Normalement, je trouve la résistance de la bobine. Si je trouve l'infini, ça veut dire que ma bobine ici est défaillante. J'ai fait toutes mes hypothèses. Donc, qu'est-ce que je dois apporter avec moi sur le chantier pour les dépanner? Je vais prendre des conducteurs, du marron et du blanc en 0,75. Donc, le marron pour le circuit phase, le blanc pour le neutre. Un contacteur auxiliaire, 3NO plus 1NC. Contacteur auxiliaire, c'est-à-dire que c'est dans le cas où je change la bobine K1 ou alors que je change ici ce contact ici qui ne fonctionne plus. D'accord? Dans les deux cas, c'est la même référence. Alors, il faut bien faire attention lorsque vous allez prendre le contacteur, c'est que vous voyez ici K1, il y a deux contacts NO, un ici et un contact NF. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris un 3 NO et un NC. De toute façon, il y en a forcément 4 quand vous prenez un contacteur auxiliaire. Mais prenez pas 4 NO. 4 NO, ça ne marchera pas. Il faut minimum un NC. Et enfin, ici, le contact de bouton poussoir, ici, qui correspond sur mon schéma à celui-là. Voilà.